mars, il est 20 h. Depuis quelques années, on a pu constater que le terme d'intelligence artificielle est fréquemment retrouvé dans notre quotidien, comme à la télévision ou au cinéma. Il y a 5 ans, les téléspectateurs du jeu télévisé Jeopardy ont pu assister à la participation d'un ordinateur intelligence artificielle, l'ordinateur Watson, conçu par la firme américaine IBM. Son intelligence cognitive est une intelligence artificielle se rapportant aux sciences cognitives de l'homme. Sciences se rapportant aux facultés telles que la perception, la mémoire ou le raisonnement humain. Depuis, l'ordinateur est utilisé dans différents domaines liés à l'homme. On peut donc se demander si l'ordinateur Watson est supérieur au collaborateur de l'intelligence humaine. Après une présentation de Watson, son fonctionnement, ses capacités ou encore ses limites, nous exposerons l'organisation de l'intelligence humaine, sa quantification, ses facteurs de développement. Nous terminerons avec l'idée d'une complémentarité entre Watson et l'homme. Notre reporter Eran Jawen est allé interviewer l'ingénieur informatique d'IBM Agathe Behag afin de nous parler de l'ordinateur Watson et de l'intelligence artificielle. Et donc, pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce que Watson ? Oui, alors l'ordinateur Watson est un super ordinateur créé par la firme IBM, dont le principal investigateur est David Ferrucci. Donc 2000 de ces pièces ont été créées à Bromont au Canada. Watson est utilisé pour la première fois dans le jeu télévisé Jeopardy, après 15 ans de travail, donc en 2011. D'après David Ferrucci, l'objectif est de modéliser le cerveau humain. Il répond donc à des questions formulées en langage naturel. Donc comment fait-il ? Alors en fait, pour cela, il intègre le vocabulaire commun, mais aussi le vocabulaire dit de rue, donc qui est le résultat de l'évolution de la langue. Et quand on lui pose une question, des centaines d'algorithmes l'analysent et trouvent plusieurs réponses possibles. Donc ensuite, d'autres algorithmes classent les réponses et leur attribuent une cote de confiance. Et il choisit ensuite la réponse ayant la cote de confiance la plus élevée. Donc Watson ne traduit pas les questions en langage informatique, mais tente de trouver une signification à cette question par rapport aux informations que contient sa mémoire, comme le font les hommes. Et donc Watson peut d'ailleurs apprendre de ses erreurs grâce à un apprentissage automatique et prend en compte les éventuels retours humains. Et donc il se rapproche de la compréhension humaine et évolue tout comme le cerveau humain. Donc, en effet, le projet a commencé par des recherches, puis sa démonstration est faite, c'est un challenge avec Jeopardy. Ensuite, Watson est commercialisé dans la médecine, puis dans les services financiers, et depuis, il se développe dans différents domaines. Et pourra-t-il un jour surpasser l'homme ? Alors, Watson est capable de rivaliser avec l'homme. Donc, son système peut comprendre la signification et le contexte du langage humain pour traiter l'information rapidement et trouver des réponses précises à des questions complexes. Et Watson appartient donc à ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, mais s'il pourra le surpasser, ça, je ne peux pas vraiment vous répondre. Pouvez-vous nous définir qu'est-ce que l'intelligence artificielle ? Alors, l'IA est la construction de programmes informatiques effectuant des tâches habituellement accomplies par les hommes, car celle-ci demande des processus mentaux de... Pouvez-vous nous éclairer sur la structure d'un ordinateur ? Tout d'abord, qu'est-ce qu'un ordinateur et qu'est-ce que l'informatique ? Oui, alors tout d'abord, commençons par le commencement. Un ordinateur est un dispositif ayant la capacité de traiter l'information. Et le terme d'informatique est souvent associé à celui d'ordinateur. L'informatique est la science du traitement automatique et rationnel de l'information. Très bien. Et quelles sont donc les fonctions d'un ordinateur ? Alors, un ordinateur possède différentes fonctions principales. Donc, tout d'abord, il a pour fonction la communication avec l'utilisateur, c'est-à-dire une fonction d'entrée. Donc, il entre les informations à traiter, ce qu'on appelle les données, et une fonction de sortie. Donc la communication des informations élaborées par le traitement, c'est ce qu'on appelle les résultats. Ensuite, il a une seconde fonction qui est le calcul ou le traitement. Et donc c'est l'élaboration des résultats à partir des données, donc de la fonction d'entrée à la fonction de sortie. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le séquencement. Donc ce sont les actions ou opérations élémentaires qui sont exécutées l'une après l'autre selon un certain plan. Ensuite,
ce plan d'exécution est appelé donc, un programme. On expliquera ça, je pense, plus tard. Le choix d'une action peut éventuellement dépendre d'un résultat des actions précédentes. Et ensuite, la dernière fonction de base d'un ordinateur est la mémorisation. Donc il faut pouvoir mémoriser, c'est-à-dire que les données, les résultats et la séquence des opérations effectuées peuvent être mémorisés pour le programme. Quel lien pouvez-vous faire avec l'ordinateur Watson? Alors, bien évidemment, la structure et les composantes de Watson sont bien plus complexes que celles d'un ordinateur de base. Cependant, vous comprendrez que je ne peux pas vous communiquer précisément sa structure et ses composantes, car IBM préfère garder le secret pour que la concurrence ne copie pas cet ordinateur. Mais je peux tout de même vous communiquer que l'ordinateur Watson est composé de 90 serveurs IBM Power 750 et d'environ 2000 composants qui ensemble font 9 mètres carrés. Il possède également plusieurs processeurs afin qu'ils puissent répondre dans les délais comparables à ceux des hommes, donc pour qu'ils soient plus rapides. Donc maintenant que nos téléspectateurs connaissent la structure d'un ordinateur, pouvez-vous nous expliquer comment les programmes tournent? Pour commencer, qu'est-ce que la programmation informatique? Alors, donc, tout d'abord la programmation informatique et l'écriture de programmes donc, qui seront compris et exécutés par la machine, c'est-à-dire l'ordinateur, qui servent à créer un logiciel. Donc, un programme contient l'ensemble des informations nécessaires pour que le logiciel remplisse sa tâche. Ensuite, il n'y a pas d'ordinateur sans programme car ils ne peuvent rien faire sans. Il attend des instructions. C'est d'ailleurs la capacité à suivre un programme enregistré qui sert souvent à distinguer un ordinateur d'une simple machine à calculer comme la calculatrice. Ensuite, l'élaboration d'un programme se déroule en plusieurs étapes. Donc tout d'abord, on crée un programme pour résoudre un problème. Il faut donc commencer par analyser ce problème, en cerner les limites. Ensuite, l'étape suivante, il s'agit de la mise en forme, c'est-à-dire l'analyse du problème et sa résolution dans un langage descriptif qu'on appelle l'algorithme. Donc je pense que nous verrons plus tard. Une fois terminé, il ne reste plus que la traduction de l'algorithme qui se fait dans un langage de programmation spécifique. C'est la phase qu'on appelle la phase de programmation. Et donc, la phase de formulation du problème est la plus complexe, il s'agit de l'algorithme. Expliquez-nous donc ce qu'est un algorithme et quelles sont ses complexités. Alors, tout d'abord, il faut savoir qu'un algorithme est un ensemble de règles opératoires dont l'application permet de résoudre un problème énoncé au moyen d'un nombre fini d'opérations. Donc, un algorithme peut être traduit grâce à un langage de programmation en un programme exécutable par un ordinateur. Donc pour cela, l'algorithme doit être tout d'abord lisible et compréhensible même par des personnes étrangères donc au domaine de la programmation et de l'informatique. Il doit être de haut niveau, donc il doit pouvoir être traduit dans n'importe quel langage de programmation et ne doit donc pas faire appel à des notions techniques relatives à un langage particulier. Ensuite, il doit être précis, donc chaque élément de l'algorithme doit être le plus clair et précis possible afin d'éviter toute erreur. Il doit également être concis, donc il ne doit pas dépasser une aide de page pour éviter... Alors ensuite, l'algorithme est dit correct lorsque pour chaque problème énoncé, il se termine en produisant la bonne sortie, c'est-à-dire qu'il résout le problème. Donc on mesure l'efficacité d'un algorithme par sa durée de calcul, par sa consommation de mémoire RAM et par la précision des résultats obtenus, donc par exemple avec des probabilités. Donc les ordinateurs sur lesquels s'exécutent ces algorithmes ne sont pas infiniment rapides, donc le temps de la machine reste une ressource limitée, malgré une augmentation constante des performances des ordinateurs. Vous avez parlé des nombres binaires, donc comment est-ce que cela fonctionne-t-il? Comment sont-ils utilisés dans la programmation informatique? Oui, donc je vais vous l'expliquer sur le tableau, ce sera plus compréhensible. Alors, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, les nombres binaires sont des nombres composés de 0 et de 1. Donc, je vais vous montrer un exemple pour convertir, en fait, de passer d'un nombre comme nous les utilisons nous de 0 à 10 à un nombre binaire. Donc, par exemple, avec le nombre 7, donc, on divise par 2, donc 7 divisé par 2, nous obtenons donc... C'est comme si nous faisions 3 fois 2, sauf que cela fait 6, donc il reste 1. Donc nous faisons plus 1,
Et donc, le nombre binaire est 1. Donc celui-là. Et donc, ensuite, on prend le reste, donc le 3, qu'on divise encore une fois par 2. Donc 3 divisé par 2. Cela fait donc une seule fois 2, plus encore une fois 1 pour faire 3. Et donc, nous obtenons encore une fois le nombre binaire 1, donc comme précédemment. Et donc, comme il reste toujours 1, on va encore une fois diviser 1 par 2. Donc, cela fait 0 fois 2, plus le nombre binaire 1, donc pour faire 1. Donc, on obtient encore le nombre binaire 1. Voilà. Et donc, le nombre 7 décimal en binaire donne 111. Pardon. Voilà, et donc, à chaque fois, on reproduit la même chose pour tous les nombres décimaux. Donc ensuite, je vais vous expliquer plus concrètement comment le fait un ordinateur. Donc, nous disposons des chiffres de 0 à 9, tandis que l'ordinateur, lui, ne contient que 0 et 1. Donc, au lieu d'aller de passer de 9 à 10, l'ordinateur va tout simplement dire 1, puis pour le nombre suivant, il va passer à 10, puis 11, puis 100, etc. Donc, par exemple, le nombre... Attendez, je vais poser ma feuille. Par exemple, pour les chiffres, je vais m'arrêter à 5. Donc 1, ce sera 1. 2, ce sera donc 10. 3, 11. 4, donc 100. 5, 101, etc. Alors ensuite, pour une petite dose d'arithmétique, une partie de la magie donc, de cette mécanique binaire s'explique en faisant intervenir les puissances de 2. Donc, c'est très simple. Alors, par exemple, si on a 2 puissance 1, eh bien, cela donne, on rajoute le 1, et puis comme il y a puissance 1, on met un seul 0. Donc 2 puissance 2, la puissance est 2, donc il y aura 2 zéros. Et ça marche ainsi à chaque fois, pour qu'on continue comme ceci. Maintenant, nous recevons sur le plateau Marie Bax, neurologue très réputée, afin de nous parler de l'intelligence humaine et de notre cerveau. Bonjour. Alors, pouvez-vous nous parler de l'organisation de notre cerveau, à nous et ainsi aux téléspectateurs? Bien entendu. Alors, tout d'abord, il faut savoir que le cerveau est constitué de 2 hémisphères cérébraux symétriques, l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit. De plus, l'hémisphère gauche contrôle la partie droite de notre corps et l'hémisphère droit la partie gauche. Ces hémisphères sont chacun constitués de 4 lobes. Le lobe frontal, le lobe pariétal, le lobe temporal et le lobe occipital. Ces lobes ont chacun une fonction. Le lobe occipital a pour fonction de s'occuper de la vision. Le lobe pariétal de la sensibilité, de la lecture et la capacité de se repérer dans l'espace. Le lobe temporal, du langage et de la mémoire et des émotions. Le lobe frontal de la parole et du langage, du raisonnement, de la personnalité et des mouvements. Comme dit précédemment, le lobe frontal droit contrôle les mouvements de la partie gauche et inversement. La répartition des fonctions des lobes n'est pas forcément figée, c'est-à-dire que certaines fonctions sont gérées dans des zones différentes selon les personnes. Alors, il y a également le tronc cérébral qui se situe en dessous de notre cerveau. Il relie les 2 hémisphères à la moelle épinière. C'est lui qui contrôle les fonctions principales et qui nous permettent de vivre, telles que les battements du cœur, la respiration ou la tension artérielle. Il y a également le cervelet qui se situe à l'arrière de notre cerveau, sous le lobe occipital. Il nous permet d'avoir des réflexes et de coordonner nos mouvements et de garder l'équilibre. Alors, il y a également l'hypophyse et l'hypothalamus qui se situent à la base du cerveau, au milieu du crâne. Ce sont des structures nerveuses. L'hypophyse joue un rôle fondamental dans la production des hormones.
Elle gère de nombreuses fonctions telles que la croissance, la puberté ou bien la fertilité. L'hypothalamus est en contact avec les autres parties du cerveau. Il contrôle les sensations de soif et de faim, la température du corps, la sexualité ou encore les battements de notre corps, de cœur. Et alors, comment fonctionne-t-il notre cerveau? Eh bien, il faut savoir tout d'abord que le cerveau contient énormément de cellules nerveuses et des milliards de neurones. Ces neurones forment des réseaux à travers lesquels circule l'influx nerveux, c'est-à-dire l'activité électrique qui permet à un individu de contrôler ses gestes, de communiquer et de comprendre une information. La fonction remarquable des neurones est leur capacité à recueillir les informations venant de l'extérieur ou de l'intérieur de notre corps, pour les retransmettre sous forme de signaux. Les neurones sont connectés grâce à des synapses, qui permettent aux neurotransmetteurs libérés par les neurones de justement transmettre le message nerveux au récepteur. Le neurone 1 transmet un message électrique, qui devient un message chimique grâce aux synapses, et le neurone 2 reçoit le message électrique. Alors, j'ai entendu parler de la plasticité cérébrale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est? Bien sûr. Alors, le cerveau possède la capacité d'adapter son anatomie et son fonctionnement, donc de modifier ses réseaux de neurones par rapport à des expériences vécues. C'est ce qu'on appelle la plasticité cérébrale. C'est-à-dire que le cerveau peut modifier son fonctionnement afin de pouvoir s'adapter à une situation. Par exemple, chez un aveugle, le lobe pariétal, chargé de la capacité de se repérer dans l'espace, sera beaucoup plus développé, alors que son lobe occipital, qui rappelons-le est chargé de la vision, le sera moins. Le cerveau est très malléable et de nouvelles expériences viennent constamment imprimer leur marque. Cette plasticité est plus forte chez l'enfant puisqu'entre notre naissance et notre majorité, à peu près 90% de nos connexions cérébrales se mettent en place. Mais elle est présente jusqu'à la fin de notre vie. Chaque zone du cerveau présente une période de plasticité et est réceptive aux stimulations extérieures. Howard Gardner est venu à la conclusion qu'après plusieurs études sur l'intelligence, sur le cerveau, qu'il existe plusieurs intelligences. 7 types d'intelligence. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ces 7 types d'intelligence? Oui, alors effectivement, il en existe 7. Tout d'abord, l'intelligence verbale linguistique. Il s'agit de la capacité d'exploiter le langage oral et écrit de façon claire et efficace. Il y a ensuite l'intelligence logico-mathématique, qui est la capacité d'utiliser les nombres de façon efficace et de raisonner de façon logique. Il y a ensuite l'intelligence musicale. Il s'agit de la capacité de percevoir, de différencier, d'exprimer et de transposer des notions musicales. Il y a ensuite l'intelligence corporelle, qui est la capacité de s'exprimer avec son corps. Il y a ensuite l'intelligence interpersonnelle, qui est la capacité de percevoir et de réagir en fonction des humeurs, des sentiments et des motivations d'un autre individu. Il y a ensuite l'intelligence intrapersonnelle, qui est la capacité de se connaître soi-même et de fournir un comportement par rapport à cette connaissance. Il y a également l'intelligence naturelle, qui est la capacité de différencier les autres êtres vivants et la faculté d'être sensible aux caractéristiques du monde environnant. Et en plus, on peut dire qu'il y a l'intelligence visuospatiale, qui est la capacité de se repérer. Et comment savoir quelle est notre intelligence dominante? Eh bien, on peut le savoir grâce à un petit test qui est très simple. On met une série de questions mettant en un cas concret. Par exemple, j'effectue une liste et on doit répondre en fonction du degré d'usage. Et peut-on connaître notre intelligence globale? Oui, pour cela, il existe différents tests. Ici, on en présentera 3. Tout d'abord, le Stanford Binet, qui est le premier véritable test de QI mis au point, ainsi que la première échelle métrique de l'intelligence, qui est une échelle de développement qui estime le degré de développement intellectuel de l'enfant. Ensuite, nous avons la NEMI, test permettant d'évaluer l'intelligence cristallise, soit la capacité de réutiliser les expériences et connaissances accumulées, et l'intelligence fluide, soit la capacité de penser rapidement, d'analyser et de raisonner indépendamment des connaissances acquises. Il y a ensuite les matrices de Raven, dont cet exemple correspond. Il permet d'évaluer l'intelligence fluide. Comme vous le voyez, il est basé sur des matrices de figures abstraites. La dernière case étant vide, le patient doit la compléter à l'aide des 2 lignes précédentes afin que la suite soit logique.
L'intelligence est-elle sujet à des facteurs de développement qui peuvent avoir des conséquences sur ses capacités? Oui, elle est sujette à des facteurs génétiques, sociaux Comment et l'intelligence biologiques. est portée par les gènes? Eh bien, nous savons que les gènes se trouvent sur les chromosomes et que le génome humain est composé de 23 paires. Ce sont des paires, donc ils sont dits diploïdes. Et ils contiennent tout l'ADN humain. Une paire de chromosomes est formée par un chromosome venant de la mère de l'individu et un chromosome venant du père. En temps normal, chaque chromosome est composé d'une chromatide. Lors de la reproduction humaine, l'information génétique va être transportée par les gamètes, les cellules reproductrices, donc par les spermatozoïdes chez l'homme et par l'ovule chez la femme. Alors que la division cellulaire humaine se fait par mitose, la formation des gamètes va se faire grâce à un autre phénomène, la méiose. Contrairement à la méiose, la mitose va conserver la totalité de l'information génétique. Les cellules filles vont être identiques aux cellules mères. Lors de la division cellulaire, qui peut être soit une mitose, soit une méiose, deux phases peuvent se distinguer, l'interphase et la division. Au cours de l'interphase a lieu la réplication de l'ADN. Les chromosomes, jusqu'à présent à une seule chromatide, vont devenir des chromosomes à deux chromatides. Ces deux chromatides seront identiques. Une fois l'interphase terminée, c'est le tour de la division. Cette division se décompose en 4 parties, la prophase, la métaphase, l'anaphase et la télophase. Alors, la mitose. Lors de la prophase, l'ADN commence par se condenser jusqu'à être observable au microscope optique. Ensuite vient la métaphase, où les centromères, parties du chromosome qui unit les deux chromatides, vont s'aligner sur le plan équatorial de la cellule. Au cours de l'anaphase, chaque chromatide de chaque chromosome va être attirée par les pôles différents de la cellule, qui va alors donner naissance à deux cellules filles à la télophase. Ainsi, l'information génétique est conservée lors de la mitose. Alors, il y a ensuite la méiose qui a lieu après la mitose. Elle se décompose en 2 divisions. La première division est dite réductionnelle. Elle consiste, tout comme la mitose, à obtenir 2 cellules filles, sauf que cette fois-ci, elles seront différentes. Car, durant la prophase, la première phase de division, les deux chromatides collées des deux chromosomes doubles vont se croiser et échanger une partie de leur séquence nucléotidique. C'est pour cela qu'à la télophase, on obtient 2 cellules filles contenant chacune un pôle de la cellule mère. La deuxième division est dite équationnelle. Elle suit le même processus que la mitose, c'est pour cela qu'on obtient 4 cellules mères identiques. Et alors, qu'est-ce que les axones et en quoi ont-ils un rôle par rapport à notre intelligence? Les axones sont de longs prolongements fibreux qui émergent du corps cellulaire du neurone et qui conduit l'influx nerveux, c'est-à-dire l'activité électrique qui permet à un individu de contrôler ses gestes, de communiquer et de comprendre une information. Son extrémité se divise en branches, soit qui se connectent à d'autres neurones par l'intermédiaire d'une structure particulière appelée la synapse, comme on l'a vu précédemment. L'axone transmet les messages de notre organisme, une douleur, un mouvement, sous forme de signaux électriques. Ils sont également les constituants de la substance blanche constituée de lipides, la myéline, du cerveau permettant d'isoler les fibres nerveuses et de favoriser la communication entre les 2 hémisphères du cerveau. Donc, si un individu a une substance blanche en bon état, il aura des capacités intellectuelles étant donné que la communication au sein de son cerveau sera plus efficace. L'intégrité de la substance blanche est sous contrôle génétique. Donc il s'agit d'une autre détermination génétique pour l'intelligence. Quels facteurs sociaux influencent sur notre intelligence? Alors, ils sont nombreux, je vais en citer les principaux. Il y a bien évidemment l'éducation qui influe directement sur le développement des capacités cérébrales d'un individu. Il y a ensuite le cadre familial qui a un rôle très important puisqu'il permet de mettre en place ou non un environnement serein ou non pour faciliter les études et donc le développement cérébral. Il y a ensuite le mode de vie. Bon, l'influence du mode de vie est moins visible de nos jours, mais en fonction du mode de vie d'un individu, un type d'intelligence peut être plus développé que d'autres.
Et il y a ensuite l'enrichissement environnemental qui a une influence sur la plasticité cérébrale. Il augmenterait le nombre de connexions entre les neurones et donc une augmentation proportionnelle de notre intelligence. Quels sont les facteurs biologiques qui influencent sur notre intelligence également? Alors, il y a tout d'abord l'alcool. La consommation régulière d'alcool provoque une mort neuronale importante. L'alcool provoque des déficits au niveau des capacités visuelles et spatiales, du contrôle de la posture et des capacités de planification, d'adaptation et de prise de décision. Après le début de l'alcoolisation, les substances grises et blanches du cerveau liées à l'intelligence vont se réduire. L'alcool se fixe sur un récepteur impliqué dans l'apprentissage, la mémoire et le développement neuronal et elle le détériore. Ensuite, nous avons le tabac et les drogues. L'exposition aux drogues a des effets néfastes sur le fonctionnement cérébral. Tous les produits qui provoquent une dépendance chez l'homme augmentent la libération d'un neuromédiateur, la dopamine. La dopamine participe à de nombreuses fonctions essentielles comme la motricité ou l'attention. Mais toutes les drogues ne provoquent pas de la même façon l'élévation du taux de dopamine. Par exemple, certaines substances imitent les neuromédiateurs naturels et se substituent à eux dans les récepteurs. Par exemple, la morphine s'installe dans les récepteurs à endorphine, une morphine naturellement produite par le cerveau, et d'autres augmentent la sécrétion d'un neuromédiateur naturel. Par exemple, la cocaïne augmente la présence de dopamine dans les synapses. Merci. Notre reporter Eran Jawan est allé à la rencontre d'une spectatrice au jeu télévisé Jeopardy lors de la participation de Watson. Nous la retrouvons lors de son interview. Vous avez donc pu assister à l'émission américaine Jeopardy. Qu'avez-vous pensé de sa performance et était-ce à quoi vous vous attendiez? Alors effectivement, j'ai pu participer à l'émission parce que j'ai demandé et je voulais vraiment, en tant qu'ingénieur, je voulais vraiment voir comment ça se passait. J'ai trouvé ça très très impressionnant de le voir répondre à toutes les questions aussi rapidement et à une telle vitesse et surtout devant deux experts, Ken Jennings et Brad Reuter, qui sont experts habitués. Et donc voilà, je m'attendais effectivement à ce que l'ordinateur Watson soit très performant, mais pas à ce point. Voilà, j'ai été très impressionnée. Et avez-vous eu l'occasion de le voir en vrai, on va dire? Alors non, sur l'émission on ne le voyait pas en vrai, c'est un peu secret la façon dont je ne sais pas où il est, enfin il y avait juste le logo et c'est tout, j'ai pas pu le voir en vrai. Et pensez-vous que l'intelligence artificielle pourra un jour dépasser le savoir humain? Alors peut-être avec cette évolution des algorithmes, effectivement, peut-être dans l'avenir, voilà, il est probable que l'intelligence artificielle dépassera le savoir de l'homme, mais on n'en est pas encore là. Voilà. Et j'espère qu'il restera quelque chose quand même de supérieur chez l'homme. Merci de nous avoir accordé votre temps. Je vous en prie. Je vous en prie. Jeopardy aura donc ouvert des portes à Watson qui peut donc envisager un avenir avec les hommes. En effet, il a prouvé ses connaissances et son intelligence et va pouvoir les mettre au service de l'homme. Plusieurs projets sont donc envisageables pour Watson. Bonjour mesdames. Bonjour. Donc, docteur, comment Watson est-il dans la médecine? Comment vous est-il aidé par exemple? Eh bien, c'est très simple. Lorsque les médecins n'arrivent plus ou pas assez vite à étudier tous les dossiers et les publications scientifiques nécessaires au diagnostic et au traitement des patients, Watson n'a qu'à être programmé afin qu'il comprenne ces informations et en donner son analyse. Car en effet, il a la capacité de comprendre les dossiers des patients, les informations telles que les allergies, les antécédents, les historiques médicaux, toutes les informations nécessaires, afin d'avoir une analyse fiable. De plus, il peut perfectionner cette analyse en posant des questions aux propres patients et en demandant des examens supplémentaires. Il ne reste au médecin qu'à valider ou non. Donc Watson va un jour remplacer le médecin? Non, il a un rôle d'assistant ou d'outil à l'aide à la décision, si on peut le dire. De plus, il n'a pas la capacité d'effectuer des examens médicaux, c'est le rôle des médecins. Mais par contre, Watson peut s'adapter. Il peut s'adapter aux décisions prises par les médecins et l'ajouter à son analyse afin qu'elle soit encore plus fiable. D'accord. Et dans quel domaine Watson travaille-t-il avec vous? Eh bien, Watson ne travaille pas avec moi, vu que je suis neurologue. Il travaille plus dans la maladie du diabète et dans tous les types de cancers. Il travaille aussi un peu dans la médecine génomique
mais son domaine de prédilection reste l'oncologie. Ah, et qu'est-ce que l'oncologie pour expliquer à nos téléspectateurs? L'oncologie ou la cancérologie Ah. est la spécialité médicale chargée de l'étude, du diagnostic et du traitement des cancers qui sont la conséquence d'une multiplication anarchique des cellules Alors du pour vous, corps. quel est l'avantage d'utiliser Watson dans la médecine? Eh bien, à mon avis, rejoint celui du vice-président de Watson, Jérôme Pesenti. Pour moi, il ne fait aucun doute que l'utilisation de Watson va permettre d'accélérer la recherche médicale et faire gagner un temps précieux aux médecins et aux chercheurs. D'accord, merci beaucoup docteur. Bien. Donc bonjour. Bonjour. Donc, pouvez-vous nous dire quelles sont les limites de l'intelligence artificielle et de Watson? Alors, tout d'abord, il faut savoir qu'il y a deux principales limites à l'intelligence artificielle, qui s'appliquent également à Watson. Et donc, il y a tout d'abord une limite qui est plutôt matérielle, c'est-à-dire que le cerveau est encore supérieur à l'intelligence artificielle par sa vitesse de communication donc, entre les neurones, par rapport à la vitesse de communication d'un ordinateur, car il y a beaucoup plus de neurones dans le cerveau, donc il y en a des milliards, que de transistors que possèdent les ordinateurs. Et les transistors sont ce qui permet la communication des données partagées dans les ordinateurs. Et ensuite, la grande différence entre les hommes et l'intelligence artificielle est le fait que les hommes pensent par eux-mêmes, alors que les ordinateurs sont encore dépendants de l'homme, car sans l'homme, les ordinateurs n'ont aucune base de données à laquelle se référer. Et donc, y a-t-il une possibilité d'évolution par rapport à ces limites? Alors, pour l'instant, l'IA n'est pas assez développée pour apprendre par elle-même. Cependant, malgré les certaines limites que possède l'IA, il y a certaines intelligences artificielles, comme l'ordinateur Watson, qui se rapprochent fortement de l'intelligence humaine. Ensuite, l'IA est qualifiée de domaine limité, car même s'il est sujet de nombreuses évolutions, surtout maintenant avec l'informatique et les progrès, il a un domaine fini. Donc la limite matérielle est évidente, mais il y a aussi une limite biologique. Donc le cerveau humain est supérieur à la machine et dans de nombreux domaines comme la pensée, les méthodes de réflexion. L'IA possède donc plusieurs limites importantes, mais ces limites peuvent être franchissables grâce aux nombreux progrès que font les scientifiques. D'accord, merci beaucoup. Ce fameux ordinateur Watson, connu du grand public par sa participation au jeu Jeopardy, est un ordinateur d'intelligence cognitive. Il est donc doté d'une intelligence artificielle se référant à l'intelligence logico-mathématique, qui est l'un des 7 types d'intelligence chez l'homme. Pourtant, cet ordinateur a un fonctionnement et une structure différente de notre cerveau. Il est dépendant de l'homme, qui en est son créateur, et qui le programme en lui fournissant les données nécessaires afin qu'on obtienne de lui des résultats attendus. Ces délais de traitement sont comparables et même supérieurs à ceux des hommes, par exemple, à échelle réduite, la calculatrice. Notre cerveau est constitué de plusieurs éléments différents tels que les neurotransmetteurs et les lobes, le lobe occipital, le lobe temporal, etc. Ils peuvent être endommagés par certains facteurs génétiques, sociaux et biologiques, alors que Watson ne peut pas être atteint par ces différents facteurs. Il existe différents tests visant à quantifier l'intelligence humaine, alors que l'intelligence artificielle ne peut être mesurée. Cependant, l'ordinateur Watson, comme tous les programmes d'intelligence artificielle, a passé le test de Turing afin de vérifier son comportement intelligent. Dans certains domaines, comme la médecine, Watson a collaboré avec l'homme afin de l'aider et de diagnostiquer des maladies plus efficacement. Il est en accord avec l'intelligence humaine, puisqu'on le considère comme un véritable collègue. Comme ses créateurs l'ont précisé, Watson n'a pas pour but de remplacer l'homme, mais de le rendre plus performant en lui apportant des réponses adaptées à ses demandes. Il est donc collaborateur de l'homme. IBM n'a pas fini de perfectionner Watson. Par exemple, dès 2017, ils envisagent de le faire parler en français. Ce qui nous laisse imaginer que Watson ne nous a pas montré toutes ses capacités. Merci à Ella Jawen, notre reporter.
Agathe Béag, ingénieure informatique et Marie Bax, neurologue, et Katia Germain, spectatrice du jeu Géobardi, d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Et merci à vous également de nous avoir suivis tout le long de ce reportage. Je vous souhaite une très bonne soirée devant votre film Lucie de Luc Besson et à très bientôt sur notre chaîne.